Êtes-vous sûr de ne rien sentir du côté gauche? La voix de l'infirmière me parvenait de loin, comme si elle parlait à travers l'eau. J'ai essayé de répondre, mais ma langue me semblait pâteuse, inutile. Mes paupières étaient des blocs de béton que je ne parvenais pas à soulever. « Mademoiselle Chen, vous m'entendez? Nous avons besoin que vous restiez éveillée. » Chen. Ce n'était pas ça. Mon nom de famille n'était plus Chen, c'était Morrison. Je m'appelais Lily Morrison depuis 3 ans maintenant, depuis que j'avais épousé Derek dans cette petite chapelle de Portland, avec les guirlandes lumineuses et le quatuor à cordes sur lesquels ma sœur Vanessa avait insisté. Vanessa. Quelque chose dans ce prénom me serrait la poitrine, mais je ne parvenais pas à me souvenir pourquoi. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir. Les lumières fluorescentes me brûlèrent la rétine. Une chambre d'hôpital. Des machines qui bipaient. L'odeur âcre du désinfectant, mêlée à une note métallique qui me soulevait le cœur. « La voilà », dit l'infirmière en se penchant dans mon champ de vision. Elle était jeune, peut-être dans la vingtaine, avec des yeux bienveillants qui ne correspondaient pas à la tension de sa mâchoire. « Lily, il faut que vous écoutiez très attentivement. Vous sortez tout juste de chirurgie. Vous souvenez-vous pourquoi vous êtes ici? » Chirurgie. Le mot a déclenché quelque chose. Un souvenir qui tentait de percer le brouillard de l'anesthésie. Oncle Martin. Insuffisance rénale en phase terminale. La réunion de famille 3 mois plus tôt, où maman s'était effondrée en larmes, disant que nous allions le perdre. Les tests. La découverte que j'étais parfaitement compatible. Le don, ai-je murmuré, la voix brisée. Oncle Martin, est-ce que ça a marché? L'expression de l'infirmière a changé. Quelque chose a traversé son visage, une émotion que je n'ai pas su déchiffrer. De la pitié? De la confusion? « Madame Morrison, je vais chercher le docteur. N'essayez pas de bouger. » Elle est partie avant que je puisse poser d'autres questions. J'ai essayé de me redresser et l'ai regretté aussitôt. Une douleur a explosé dans mon flanc gauche, si vive et si soudaine que des points noirs ont dansé devant mes yeux. J'ai eu le souffle coupé et je suis retombée sur les oreillers. Je m'appelle Lily Morrison. J'ai 32 ans. Jusqu'à hier, j'étais professeure d'art plastique dans un collège de Seattle, avec un petit appartement à Capitol Hill, un mari que je croyais connaître, et une sœur pour qui j'aurais donné ma vie. Notez que j'ai bien dit jusqu'à hier. Car ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire de générosité, de loyauté familiale ou du bel acte de sauver une vie par un don d'organes. C'est l'histoire de comment les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde ont conspiré pour voler une partie de mon corps pendant que j'étais inconsciente et la vendre au plus offrant. La porte s'est rouverte. Cette fois, un homme plus âgé en blouse blanche est entré, suivi de l'infirmière nerveuse et d'une autre femme en tailleur pantalon sombre qui avait « Administratrice de l'hôpital » écrit sur le front. « Madame Morrison », dit le médecin d'un ton soigneusement mesuré. « Je suis le docteur Patel. J'ai pratiqué votre néphrectomie hier après-midi. »« Comment va mon oncle ?» ai-je immédiatement demandé. « Quand pourrais-je le voir ?» Le docteur Patel a échangé un regard avec la femme en tailleur. « Madame Morrison, je dois vous poser une question importante. Avez-vous consenti à donner votre rein à Martin Chen ?»« Bien sûr que oui. Nous avons rempli tous les papiers il y a des mois. Les tests de compatibilité, l'évaluation psychologique, tout. Et votre mari, Derek Morrison, était-il impliqué dans ce processus? » La façon dont il a prononcé le nom de Derek a fait naître un sentiment glacial dans mon estomac. Il m'a conduite à tous mes rendez-vous. Il me soutenait. « Pourquoi me demandez-vous ça? » L'administratrice s'est avancée. « Madame Morrison, je suis Karen Westfield, responsable des services aux patients. Nous sommes face à une situation très grave. Votre oncle Martin a été admis au Seattle General hier pour sa transplantation programmée. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Comment ça? A été admis? Est-ce qu'il va bien? »« Il est stable, » dit-elle rapidement. « Mais Madame Morrison, votre rein n'est pas allé à votre oncle. » La pièce a basculé. « Quoi? » Il y a 3 jours, votre mari a contacté notre coordinateur de transplantation.
Il a présenté des documents attestant que vous aviez changé d'avis concernant le don direct et que vous souhaitiez participer à un programme de dons croisés à la place. J'essayais de comprendre ces mots, mais ils n'avaient aucun sens. Un don croisé? Jamais? Je n'aurais jamais fait ça. Oncle Martin était mourant. L'expression du docteur Patel était sombre. Les documents semblaient authentiques. Ils portèrent votre signature, ou du moins ce que nous pensions être votre signature. Votre mari a affirmé que vous vouliez aider plusieurs patients grâce au programme d'échange, plutôt qu'un seul membre de votre famille. Où est mon rein? La question est sortie comme un murmure. Silence. Docteur Patel, où est mon rein? Nous ne savons pas, a admis l'administratrice. L'échange croisé a été organisé par ce que nous pensons maintenant être un organisme intermédiaire frauduleux. Les informations sur le receveur qui nous ont été fournies n'existent pas plus que l'organisme lui-même. Madame Morrison, nous pensons que votre organe a été vendu sur le marché noir. Les mots sont restés en suspens dans l'air, comme de la fumée. Vendu. Mon rein. Où est Derek? Ai-je demandé, la voix à peine audible. Un autre échange de regards. Madame Morrison, dit Karen avec précaution, votre mari a quitté l'hôpital peu après votre opération hier. Il a dit qu'il devait aller chercher vos médicaments sur ordonnance. Il n'est jamais revenu. Nous avons essayé de le joindre toute la nuit. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet, les mains tremblantes. 12 appels manqués de l'hôpital. 3 de ma mère. 1 du numéro de mon oncle Martin. Mais rien de Derek. J'ai ouvert mes SMS. La dernière conversation avec mon mari datait d'il y a 2 jours, la veille de mon opération. Derek, je suis si fière de toi, chérie. Tu vas sauver une vie demain. Je t'aime tellement. Moi, je ne pourrais pas le faire sans toi. Je t'aime aussi. J'ai fait défiler la conversation vers le haut, cherchant le moindre indice que j'aurais pu manquer. Et puis je l'ai vu. Un texto d'il y a 3 semaines, auquel j'avais à peine prêté attention à l'époque. Derek, Vanessa et moi allons déjeuner demain pour discuter de la fête surprise pour ton anniversaire. Ne t'inquiète pas, on te prépare quelque chose de spécial. Vanessa, ma petite sœur, celle qui avait été trop occupée pour me rendre visite dans les mois précédant mon opération. Celle qui avait envoyé un bref texto la veille pour dire qu'elle ne pouvait pas venir à l'hôpital à cause d'une urgence professionnelle. J'ai ouvert Instagram avec des doigts tremblants. Le profil de Vanessa était maintenant en privé, mais je pouvais toujours voir sa photo de profil. Elle avait changé. C'était une photo d'elle sur une plage. Eau turquoise, sable blanc. Elle riait, la tête renversée, la main gauche levée pour se protéger les yeux du soleil. Et à son annulaire, il y avait une bague en diamant que je n'avais jamais vue auparavant. Publiée hier. Le jour où l'on m'enlevait mon rein. La géolocalisation indiquait les Maldives. Ma vision s'est brouillée. Le téléphone a glissé de mes mains sur les draps blancs de l'hôpital. « Madame Morrison ?» La voix du docteur Patel semblait très lointaine. « Est-ce que ça va ?» Mais ça n'allait pas, parce que je commençais à comprendre quelque chose de si horrible, de si incompréhensible, que mon esprit le rejetait alors même que les pièces du puzzle se mettaient en place. Les déjeuners entre Derek et Vanessa. Le stress financier soudain que Derek avait mentionné le mois dernier, disant que sa start-up rencontrait des difficultés. La façon dont Vanessa avait été distante, annulant nos déjeuners entre sœurs, évitant les dîners de famille. Les faux documents. La fausse organisation. L'argent de la vente d'un rein sur le marché noir pouvait aller de 150 000 à 300 000 $. Assez pour une lune de miel aux Maldives. Assez pour commencer une nouvelle vie. « Je dois passer un appel », ai-je dit d'une voix vide. J'ai composé le numéro de Vanessa avec des mains tremblantes. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis la messagerie vocale. « Salut, c'est Nessa! Je ne peux pas répondre pour le moment, mais laissez un message et je vous rappellerai. » Sa voix était vive, joyeuse, complètement insouciante. J'ai raccroché et j'ai immédiatement rappelé. Cette fois, je suis tombée directement sur sa messagerie vocale. Elle avait refusé l'appel. C'est là que j'ai su. Mon mari et ma sœur ne m'avaient pas seulement trahi,
Ils n'avaient dit pas seulement volé mon rein pour le vendre et financer leur fuite, ils avaient tout planifié ensemble, probablement depuis des mois. Pendant que je me préparais à sauver la vie de notre oncle, ils se préparaient à voler la mienne. L'infirmière, qui était restée silencieusement près de la porte, a soudainement pris la parole. « Madame Morrison, il y a autre chose. Votre compagnie d'assurance a appelé ce matin. Votre mari vous a retiré de son assurance maladie il y a 2 semaines. L'opération d'hier n'était pas couverte. » Bien sûr qu'il l'avait fait, évidemment. Combien est-ce que je dois? En incluant la néphrectomie, le séjour à l'hôpital et les complications dues aux documents frauduleux, environ 180 000 $. J'ai éclaté de rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Le son qui est sorti de ma bouche était rauque, brisé, très différent de mon rire habituel. Le personnel médical s'est agité, mal à l'aise. Ils avaient pris mon rein, mon assurance maladie, mon mari, ma sœur, et m'avaient laissé avec une facture d'hôpital qui allait me ruiner. Et quelque part aux Maldives, ils sirotaient probablement des cocktails sur une plage, célébrant leur nouvelle vie ensemble, financée par un morceau de mon corps. Mais voici ce que Derek et Vanessa ne savaient pas, alors qu'ils postaient leurs photos de vacances et planifiaient leur avenir. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir en falsifiant ma signature et en organisant leur vente d'organes illégales. Je ne suis plus la même personne qu'avant de me réveiller dans ce lit d'hôpital. Cette Lily Morrison, celle qui faisait confiance facilement, aimait inconditionnellement et croyait que la famille était tout, elle est morte sur cette table d'opération. La femme qui s'est réveillée est quelqu'un de différent. Quelqu'un qui comprend que la confiance est une arme que les gens utilisent contre vous. Quelqu'un qui sait que la famille peut être votre pire ennemi. Quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Et si vous trouvez cette histoire choquante maintenant, attendez de voir la suite. Car ce qui vient après ne parle pas de deuil, d'acceptation ou de tourner la page. Ceci est une histoire de vengeance. Si cette histoire a capté votre attention, assurez-vous de vous abonner, car ce que j'ai fait pour obtenir justice est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. L'hôpital m'a gardé pendant 5 jours. 5 jours de kinésithérapie pour apprendre à bouger avec un seul rein. 5 jours à regarder l'écran de mon téléphone, espérant une explication qui n'est jamais venue. 5 jours où ma mère est restée assise sur la chaise dans le coin, pleurant silencieusement, tout en faisant semblant de ne pas le faire. Maman avait vieilli de 10 ans en l'espace d'une semaine. Ses mains tremblaient quand elle versait de l'eau du pichet en plastique. Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. J'aurais dû le voir, n'arrêtait-elle pas de répéter. La façon dont il se regardait à Noël, je pensais que j'imaginais des choses. Noël. Il y a 3 mois, j'avais organisé le dîner dans notre appartement. Derek avait aidé Vanessa à porter les plats à la cuisine. Ils étaient partis pendant 15 minutes. Quand j'étais entrée pour voir ce qu'ils faisaient, ils se tenaient proches, chuchotant. Ils s'étaient écartés brusquement en me voyant. Je racontais juste à Derek l'histoire de ce type à ma salle de sport qui ne me lâche pas, avait dit Vanessa en riant pour dédramatiser. Ton mari me faisait le discours du beau-frère surprotecteur. Je l'avais cru. Bien sûr que je l'avais cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Ce n'est pas ta faute, maman, ai-je dit pour la 100e fois. Mais ma voix semblait morte, même à mes propres oreilles. Oncle Martin est venu me rendre visite le 3e jour. Il avait l'air pire que moi, la peau grise, les yeux cernés. Il a approché une chaise de mon lit et a pris ma main dans la sienne, une poigne de papier. « Lily, je suis tellement désolée. Si je n'étais pas tombée malade, rien de tout ça ne serait arrivé. » Oncle Martin, ne dis pas ça. Je le pense. Tu essayais de me sauver la vie et ils ont transformé ça en ça. Sa voix s'est brisée. Les médecins ont trouvé un autre donneur, un jeune de Portland, dans le cadre d'un véritable don croisé. Je suis transplantée la semaine prochaine. C'est une bonne nouvelle, ai-je dit. Et je le pensais. Au moins quelque chose de bon sortirait de ce cauchemar. Mais ton rein, Lily, ton rein est quelque part et nous ne savons même pas qui l'a. Cette pensée me hantait chaque nuit. Un inconnu se promenait avec une partie de moi à l'intérieur de lui. Quelqu'un qui avait payé pour ça. Quelqu'un qui était complice de ce crime, qu'il le sache ou non.
Le 4e jour, une inspectrice est venue. L'inspectrice Sarah Park, de la police de Seattle, brigade des fraudes. Elle avait la quarantaine, était coréenne-américaine, avec des yeux perçants qui ne manquaient rien. « Madame Morrison, j'ai examiné les documents que votre mari a soumis à l'hôpital. La signature est bonne, vraiment bonne. Votre mari avait-il accès à vos documents légaux? » « À tout, » ai-je dit amèrement. Nous avions un classeur commun. Acte de mariage, déclaration d'impôt, mon passeport. Il aurait pu s'entraîner à imiter ma signature 1000 fois. L'inspectrice Park a pris une note. « Et votre sœur? Avait-elle des problèmes financiers dont vous étiez au courant? » Vanessa travaillait dans le marketing pour une start-up technologique. Elle se plaignait toujours d'argent, mais je pensais que c'était juste avoir 27 ans. Vouloir plus que ce que l'on a. La start-up pour laquelle elle travaillait a fait faillite il y a 6 mois. Elle est au chômage depuis. Le saviez-vous? Mon estomac s'est noué. Non, elle n'a jamais rien dit. Elle avait aussi 3 mois de loyer de retard. Elle risquait l'expulsion. Et des dettes de carte de crédit s'élevant à environ 45 000 $. 45 000 $. Et moi, je m'apprêtais à sauver la vie de l'oncle Martin gratuitement, pendant que ma sœur se noyait financièrement sans jamais demander d'aide. Ou peut-être l'avait-elle demandé, mais pas à moi. L'inspectrice Park a sorti son téléphone et m'a montré une capture d'écran. C'était une story Instagram de Vanessa, postée 2 jours après mon opération. La photo montrait 2 coupes de champagne qui trinquent, avec l'océan en arrière-plan. La légende disait « Nouveau départ avec la personne de ma vie ». La personne de ma vie. Pas ma personne. Pas quelqu'un de spécial. La personne de ma vie. Ils n'ont pas juste une liaison, ai-je dit lentement. Ils sont ensemble. Vraiment ensemble. Madame Morrison, je dois vous dire quelque chose sur votre mari. Derek Morrison n'est pas son vrai nom. Il l'a changé légalement il y a 7 ans. Il est né Derek Castellano. Le saviez-vous? La pièce a de nouveau basculé. Quoi? Il a un casier judiciaire de mineur qui est scellé. Les détails sont protégés, mais j'ai fait jouer mes relations. Quand il avait 17 ans, il a été arrêté pour usurpation d'identité. Il a volé les cartes de crédit de son beau-père, accumulant 30 000 $ de dépenses. Les charges ont été abandonnées dans le cadre d'un accord de plaidoyer, mais Lily, ce n'est pas la première fois qu'il falsifie des documents. J'avais été mariée à un étranger. Un escroc qui m'avait vu venir de loin. Il y a plus, a poursuivi l'inspectrice Park. Sa voix plus douce maintenant. Nous avons retrouvé la trace de l'organisation qu'il a utilisée pour le faux don croisé. C'est une société écran enregistrée aux îles Caïmans. Le compte bancaire auquel elle est liée montre un dépôt de 220 000 $ il y a 3 jours. Cet argent a été retiré en espèces le même jour. Nous travaillons avec les autorités internationales. Mais, Madame Morrison, je dois être honnête avec vous. Les chances de récupérer cet argent sont minces. 220 000 $. Ils avaient vendu mon rein pour 220 000 $. Après le départ de l'inspectrice Park, j'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû. J'ai créé un faux compte Instagram. Un nom d'utilisateur aléatoire, une photo de profil volée à une influenceuse, complètement anonyme. Et j'ai demandé à suivre Vanessa. Elle a accepté en moins d'1 heure. Son compte était une mine d'or. Des photos du complexe hôtelier aux Maldives. Petit déjeuner en room service avec vue sur l'océan. Massage en couple au spa. Dîner au coucher du soleil sur la plage. Chaque photo était plus extravagante que la précédente. Et puis j'ai vu celle qui m'a glacé le sang. C'était une photo de Derek, un genou à terre sur le sable, tendant une boîte à bagues. La main de Vanessa était devant sa bouche dans une fausse surprise. La légende disait « Il a dit que quand on sait, on sait. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. Madame Morrison 2.0 arrive bientôt. Madame Morrison 2.0. » Comme si je n'étais qu'une version bêta. Une ébauche qu'ils avaient améliorée. La photo avait été postée il y a 8 heures. Des centaines de j'aime. Des dizaines de commentaires. « OMG, vous êtes parfaits ensemble. » Je ne savais même pas que tu sortais avec quelqu'un. C'est incroyable. Tu mérites ce bonheur, Nessa. J'ai parcouru les commentaires, les mains tremblantes de rage.
Puis j'en ai vu un qui m'a laissé sans voix. Il venait du compte de Derek. Il avait commenté sa propre photo de fiançailles. « Enfin, je vais pouvoir épouser la bonne sœur Morrison. » La bonne sœur Morrison. J'ai jeté mon téléphone à travers la pièce. Il a heurté le mur et est tombé sur le sol, l'écran fissuré. Je m'en fichais. Une infirmière s'est précipitée. « Madame Morrison, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui n'allait pas? » Mon mari avait volé mon rein et l'avait vendu pour financer sa demande en mariage à ma sœur. Il m'avait laissé avec une montagne de dettes médicales, sans assurance maladie, et un corps qui ne serait plus jamais le même. Et il postait ça sur les réseaux sociaux comme si c'était une comédie romantique. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les analgésiques me rendaient confuse, mais mon esprit ne s'arrêtait pas de tourner. Je n'arrêtais pas de penser à quelque chose que ma grand-mère disait avant de mourir. « Ma petite Lily, tu as une colonne vertébrale en acier. Ne laisse jamais personne te le faire oublier. » Ma grand-mère avait émigré de Taïwan avec rien. Elle avait bâti un empire de restaurants à partir de zéro, survécu à la discrimination, à la pauvreté et à la mort de mon grand-père quand ma mère n'avait que 10 ans. Elle était féroce, incassable, terrifiante quand il le fallait. Maman avait hérité de son sens des affaires. J'avais toujours pensé que je n'avais hérité que de son entêtement. Mais allongée dans ce lit d'hôpital, j'ai réalisé que j'avais hérité d'autre chose. Quelque chose que Derek et Vanessa n'avaient jamais pris la peine de remarquer parce que je n'avais jamais eu besoin de le montrer. J'avais hérité de sa capacité à survivre, à s'adapter, à se battre. Le 5e jour, l'hôpital m'a laissé sortir avec un dossier rempli de factures, une ordonnance d'analgésique et la carte de visite d'une assistante sociale pour une aide en cas de difficultés financières. Maman m'a ramenée à l'appartement que j'avais partagé avec Derek. La clé fonctionnait encore. Je m'attendais à moitié à ce qu'il ait changé les serrures. À l'intérieur, tout semblait exactement comme je l'avais laissé. Ma tasse de café dans l'évier, le livre que je lisais sur le canapé, le calendrier sur le frigo avec la date de mon opération entourée en rouge. Mais les affaires de Derek avaient disparu. Ses vêtements, son ordinateur portable, ses articles de toilette. Il avait fait ses valises et s'était volatilisé comme s'il n'avait jamais existé. Je suis entrée dans notre chambre. Le placard de son côté était vide, à l'exception d'une seule chose accrochée à un cintre. Ma robe de mariée. Il avait laissé ma robe de mariée. Un fantôme blanc qui se moquait de moi dans l'ombre. Je l'ai décroché et j'ai remarqué quelque chose dans la poche. Une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite sur du papier à en-tête d'hôtel. L'hôtel Cascadia, centre-ville de Seattle, daté de 2 semaines avant mon opération. D. Chambre 412, demain soir. J'apporte le champagne. Tu apportes les papiers. On est si près d'être libre. Je t'aime. V. L'écriture de Vanessa. Je la reconnaîtrai n'importe où. L'hôtel Cascadia se trouvait à 3 pâtés de maison de l'hôpital où j'avais fait mes tests préopératoires. Ce qui signifiait que pendant que je faisais des prises de sang, des radios du thorax et que je signais des formulaires de consentement pour donner mon rein afin de sauver notre oncle, Derek rencontrait Vanessa dans une chambre d'hôtel pour planifier comment ils allaient le voler. Je me suis assise sur le lit, la note à la main, et quelque chose s'est cristallisé en moi. Il pensait avoir gagné. Il pensait m'avoir détruite, tout m'avoir pris, et s'en être tiré sans encombre. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Parce que voilà le truc avec les gens comme Derek et Vanessa. Ils sont tellement concentrés sur ce qu'ils prennent qu'ils ne remarquent jamais ce qu'ils laissent derrière eux. Des indices, des preuves, des schémas. Et j'étais très douée pour remarquer les schémas. C'est ce qui faisait de moi une bonne enseignante. Je pouvais voir quand un élève était en difficulté avant même qu'il ne s'en rende compte. Je pouvais lire le langage corporel, suivre les changements de comportement, repérer les signes que tout le monde manquait. Je n'avais simplement jamais pensé à appliquer cette compétence à ma propre famille. Mais maintenant, je le ferai. Maintenant, j'utiliserai tout ce que je savais sur eux contre eux. J'ai ouvert mon ordinateur portable, ignorant la douleur dans mon flanc, et j'ai commencé à faire une liste. Faiblesse de Derek, arrogance, cupidité, un besoin d'être admiré.
Faiblesse de Vanessa. Impulsivité. Addiction aux réseaux sociaux. Un besoin désespéré de validation. Et leur plus grosse erreur? Ils m'avaient sous-estimé. Ils avaient regardé la douce et gentille Lily Morrison et y avaient vu une victime. Quelqu'un qui pleurerait, ferait son deuil et finirait par passer à autre chose. Ils n'avaient aucune idée que la femme qu'ils avaient trahie n'avait pas l'intention de passer à autre chose. Elle avait l'intention d'aller de l'avant, vers eux, avec un objectif précis. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Madame Morrison, c'est l'inspectrice Park. J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. Pouvez-vous venir au poste demain? J'ai répondu immédiatement. J'y serai. En fermant mon ordinateur portable, j'ai aperçu mon reflet dans l'écran sombre. La femme qui me regardait avait mon visage, mais des yeux différents. Plus durs, plus froids, dangereux. La brigade des fraudes de la police de Seattle occupait le 3e étage d'un immeuble qui sentait le café brûlé et les vieux papiers. L'inspectrice Park m'a retrouvée dans le hall, son expression indéchiffrable. « Merci d'être venue. Suivez-moi. » Elle m'a conduite dans une petite salle de conférence à l'éclairage fluorescent qui donnait à toute une teinte verdâtre. Sur la table se trouvait un dossier en manille et un ordinateur portable. Avant de vous montrer ce que nous avons trouvé, je dois vous demander, avez-vous eu des contacts avec votre mari ou votre sœur depuis l'opération? Non. Vanessa a bloqué mon numéro. Le téléphone de Derek tombe directement sur la messagerie vocale. Bien. Continuez comme ça. L'inspectrice Park a ouvert l'ordinateur portable et l'a tourné vers moi. Nous avons exécuté un mandat sur le compte email de Derek. Nous avons trouvé une correspondance avec un certain Chen Wei. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? J'ai secoué la tête. Chen Wei dirige une société de tourisme médical basée à Manille. Ils organisent des transplantations pour des patients fortunés qui ne peuvent pas obtenir d'organes par les voies légales. Votre mari est en contact avec lui depuis 6 mois. Elle a affiché une chaîne d'emails. Je me suis penchée pour lire. De Derek à Chen Wei, il y a 4 mois, ma femme est parfaitement compatible avec un membre de la famille. Elle s'est engagée à faire le don. Et si l'organe devenait disponible par des canaux alternatifs, quel est le prix du marché? Réponse de Chen Wei. Rein sain d'un donneur compatible, normes médicales occidentales, 200-250K USD. J'ai des clients qui attendent, mais le timing est crucial. L'organe doit être prélevé dans des conditions chirurgicales appropriées. Derek. L'opération est déjà programmée dans un hôpital légitime. Si les documents pouvaient être redirigés, est-ce que ça marcherait? Chen Wei. Très malin. Oui, je peux fournir la documentation pour un don croisé. Votre hôpital ne saura jamais. Paiement en espèces, intraçable. Mais j'ai besoin de 30% d'avance. 66 000 $. J'ai eu la nausée. Derek lui a payé 66 000 $. Il a contracté un prêt personnel sur sa start-up il y a 3 mois. Il a dit à la banque que c'était pour du matériel. Nous avons retracé le virement sur un compte à Manille. Donc Chen Wei à Montrein. Il l'a vendu à l'un de ses clients. L'expression de l'inspectrice Park s'est assombrie. En fait, nous ne pensons pas que le Rhin ait jamais quitté le pays. Chen Wei a un réseau aux États-Unis. Quelqu'un ici, quelqu'un avec un accès chirurgical, a détourné l'organe vers un receveur privé. Nous travaillons avec le FBI. Mais Madame Morrison, ces réseaux sont sophistiqués. Ils ont des médecins, des administrateurs, même des coordinateurs de transplantation à leur solde. Quelqu'un au Seattle General était dans le coup? Nous enquêtons, mais c'est là que ça devient intéressant. Elle a ouvert le dossier et en a sorti des captures d'écran Instagram imprimées. D'autres photos du voyage de Derek et Vanessa aux Maldives. Votre sœur a été très active sur les réseaux sociaux. Trop active. Elle a posté des informations sur l'hôtel où ils séjournent, les vols qu'ils ont pris, même la carte de crédit qu'ils utilisent. Vous voyez cette photo? Elle montrait un reçu sur une table de restaurant. On pouvait clairement lire « Anantara Kihava, Villa 24, Morrison, Chen, table de 2. Morrison / Chen, ai-je dit lentement. Elle utilise son nom de jeune fille. Et ils ont été assez négligents pour photographier leur numéro de chambre. Nous avons contacté l'hôtel.
Derek Morrison et Vanessa Chen se sont enregistrés il y a 8 jours pour un séjour de 3 semaines. La réservation a été payée en espèces. 42 000 $. 42 000 $ pour 3 semaines dans un complexe de luxe. Pendant que je me remettais d'une opération à l'hôpital, face à la ruine financière. Pouvez-vous les arrêter? L'inspectrice Park a grimacé. C'est compliqué. Les Maldives n'ont pas de traité d'extradition avec les États-Unis pour les cas de fraude. Nous aurions besoin de prouver quelque chose de plus grave. Et pour l'instant, tout ce que nous avons, c'est votre témoignage, des documents falsifiés et des transactions financières suspectes. Un bon avocat de la défense pourrait plaider que Derek pensait sincèrement vous aider à participer à un don croisé. Mais l'argent liquide est presque impossible à tracer. Et techniquement, il ne vous a pas volé directement. Il a facilité le vol de votre organe, mais vous aviez consenti à l'opération. C'est juridiquement flou. Je la fixais. Alors ils s'en sortent. Je n'ai pas dit ça. L'inspectrice Park s'est adossée à sa chaise. J'ai dit que c'était compliqué. Mais, Madame Morrison, je fais ce métier depuis 16 ans. J'ai vu beaucoup d'escroqueries, beaucoup d'arnaqueurs. Et vous savez ce qu'ils ont tous en commun? Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils deviennent toujours avides. Ils font toujours des erreurs. Quel genre d'erreurs? Derek et Vanessa se croient en sécurité. Ils postent des photos, vivent ouvertement, dépensent de l'argent. Ce genre d'arrogance laisse une trace. Et quand ils reviendront aux États-Unis, et ils reviendront, nous serons prêts. Quand? Combien de temps? Leurs vols de retour sont réservés pour dans 3 semaines. Seattle Tacoma International, porte C7. L'inspectrice Park a souri d'un air sombre. Des officiers les attendront. 3 semaines, 21 jours à les regarder vivre mon cauchemar comme leurs vacances de rêve. J'ai quitté le poste de police avec des copies des preuves par email et la promesse de l'inspectrice Park qu'elle me tiendrait au courant. Mais en marchant vers ma voiture, j'ai réalisé quelque chose. Je ne pouvais pas attendre 3 semaines. Chaque jour où ils étaient là-bas, à célébrer, à poster des photos, à me narguer avec leur trahison, était un jour où j'avais l'impression d'étouffer. Je devais faire quelque chose. Maintenant. Quand je suis rentrée chez moi, une femme était assise sur les marches devant mon immeuble. Elle avait la 50aine, était asiatique-américaine, portait un tailleur gris impeccable et tenait une mallette en cuir. Lily Morrison? Je me suis arrêtée, immédiatement méfiante. Qui demande? Je m'appelle Grace Lynn. Je suis une avocate spécialisée en faute médicale et en fraude. J'aimerais vous parler de votre cas. Je n'ai pas appelé d'avocate. Je sais. C'est votre oncle Martin qui l'a fait. Il m'a raconté ce qui s'est passé. Puis-je monter? J'ai hésité. Puis j'ai remarqué que la mallette portait un logo. Lynn & Associates, contentieux médical. 5 minutes, ai-je dit. Dans mon appartement, Grace Lynn n'a pas perdu de temps. Elle a posé sa mallette sur ma table basse et a sorti une tablette. L'hôpital Seattle General a violé plusieurs protocoles dans votre cas. Ils ont accepté des documents qu'ils auraient dû vérifier. Ils n'ont pas réussi à confirmer votre consentement directement. Ils ont permis à 1/3 de modifier votre désignation de donneur sans authentification appropriée. Madame Morrison, vous avez des motifs pour un procès substantiel. Je n'ai pas les moyens de payer une avocate. Je travaille au résultat. Je ne suis payée que si vous l'êtes. Et d'après ce que j'ai examiné, nous envisageons un règlement à 7 chiffres. 7 chiffres. Cela couvrirait mes frais médicaux et bien plus encore. Mais l'argent n'était pas ce que je voulais. Et Derek et Vanessa? Un procès peut-il les atteindre? L'expression de Grace Lynn s'est durcie. Pas directement. Mais voici ce qu'un procès peut faire. Il force la communication des pièces. Cela signifie que l'hôpital doit remettre chaque document, chaque email, chaque communication liée à votre cas. S'il y a des preuves que votre mari a soudoyé quelqu'un, s'il y a une preuve de conspiration, s'il y a quoi que ce soit qui le relie au réseau de trafic d'organes illégal, nous le trouverons. Et ensuite, nous le transmettrons au procureur. Je me suis penchée en avant. Combien de temps ça prend? Si nous déposons plainte immédiatement, la communication des pièces pourrait commencer dans 30 jours, les dépositions dans 60. Nous interrogerions le personnel de l'hôpital, les coordinateurs de transplantation, toute personne ayant touché à votre dossier.
Quelqu'un sait quelque chose, Lily. C'est toujours le cas. Et les gens parlent quand ils sont sous serment avec leur carrière en jeu. Pour la première fois depuis mon réveil dans cette chambre d'hôpital, j'ai ressenti autre chose que de la rage et du chagrin. J'ai ressenti de l'espoir. Où est-ce que je signe? Grace a sorti un contrat. Pendant que je le lisais, elle a ajouté « Il y a autre chose. J'ai un détective privé dans mon équipe, un ancien du FBI. Il est très doué pour trouver des choses que les gens ne veulent pas qu'on trouve. Avec votre permission, j'aimerais qu'il commence à creuser dans le passé de Derek et Vanessa. Dossiers financiers, historique d'emploi, relations passées, tout. Oui, faites-le. » Elle a pris une note. Une dernière chose. Avez-vous envisagé de rendre votre histoire publique? Publique? Les réseaux sociaux, les informations locales. De nos jours, la pression publique peut être plus efficace qu'une action en justice. Surtout quand les accusés sont jeunes et soucieux de leur image. Les gens comme votre sœur qui vivent sur Instagram, ils ne peuvent pas supporter ce genre d'exposition. J'ai pensé au fil d'actualité soigneusement organisé de Vanessa, ses partenariats de marque, ses amis influenceurs, la personne qu'elle prétendait être en ligne. Si je rends mon histoire publique, cela ne compromettra-t-il pas l'affaire judiciaire? Pas si nous sommes stratégiques. Vous ne les accusez pas directement. Vous racontez votre histoire. Mon rein a été volé et vendu. Laissez les gens tirer leurs propres conclusions. Laissez Internet faire ce qu'Internet fait de mieux. L'inspectrice Park m'a dit de ne pas les contacter. Je ne vous suggère pas de les contacter. Je vous suggère de leur faire savoir que vous ne vous cachez pas, que vous n'avez pas honte, que vous n'allez pas disparaître. Après le départ de Grace, je suis restée seule dans mon appartement, à réfléchir. Derek et Vanessa avaient pris mon rein, mon mariage, ma confiance. Ils m'avaient laissée avec des dettes, un traumatisme et des cicatrices, mais ils m'avaient aussi laissé quelque chose qu'ils n'avaient pas l'intention de me donner. Ils m'avaient laissé la colère. Une colère claire, ciblée, déterminée. Et j'apprenais que la colère, correctement canalisée, était un outil incroyablement utile. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé un nouveau document. Pas pour un procès, pas pour la police, pour moi. Les personnes qui ont volé mon rein, une chronologie. J'ai commencé à lister tout ce que je savais. Date, lieu, nom, l'hôtel où Derek et Vanessa avaient planifié le vol, la banque où Derek avait contracté le prêt, la société de tourisme médical à Manille, l'adresse e-mail de Chen Wei, le complexe hôtelier aux Maldives, Villa 24. Puis j'ai commencé un deuxième document. Ce qu'ils ne savent pas que je sais. Derek ne savait pas que j'avais trouvé la note de Vanessa. Il ne savait pas que j'avais créé un faux compte Instagram pour les suivre. Il ne connaissait pas l'enquête de l'inspectrice Park, ni le procès de Grace Lynn, ni les preuves qui s'accumulaient contre eux. Il me croyait brisé, traumatisé, seul. Il se trompait. Mon téléphone a vibré, un texto d'un numéro inconnu. « Madame Morrison, c'est James Chen, l'enquêteur de Grace Lynn. J'ai trouvé quelque chose que vous voudrez voir. Derek Morrison n'est pas seulement un escroc, il a déjà fait ça. Ville différente, nom différent, femme différente. J'envoie le rapport complet demain. Elle s'en est sortie. Vous n'aurez pas à le faire. » J'ai lu le texto 3 fois. Derek avait déjà fait ça. Il avait un schéma, un passé, ce qui signifiait qu'il avait des victimes, et les victimes pouvaient témoigner. J'ai répondu par texto « Envoyez-moi tout ». Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'opération. Je me suis regardée dans le miroir. Vraiment regardée. La cicatrice sur mon flanc gauche était vive, rouge, encore en train de guérir. Elle s'incurvait de ma cage thoracique à ma hanche, un rappel permanent de ce qu'ils avaient pris. Mais en la fixant, j'ai réalisé quelque chose. Cette cicatrice était la preuve que j'avais survécu. La preuve que j'étais plus forte qu'ils ne l'avaient calculé. La preuve qu'on pouvait m'ouvrir, me prendre des morceaux, et que je serais toujours debout. J'ai touché doucement la cicatrice. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai pris une photo. J'ai ouvert Instagram. Mon vrai compte cette fois. Celui avec mon nom, mon visage, ma vie. Je n'avais rien posté depuis avant l'opération. Ma dernière photo datait d'il y a 2 mois, moi et Derek à un match des Seahawks,
souriant comme si nous n'avions aucun souci au monde. J'ai téléchargé la photo de ma cicatrice, sans filtre, sans légende. Juste la vérité brute et brutale de ce qui m'avait été fait. Puis j'ai écrit « Quelqu'un en qui j'avais confiance a volé une partie de mon corps pendant que j'étais inconsciente et l'a vendue au plus offrant. Voilà à quoi ressemble la trahison. Voilà à quoi ressemble la survie. Et ce n'est que le début de mon histoire. » J'ai hésité un instant. Une fois que j'aurais posté ça, il n'y aurait pas de retour en arrière. C'était la guerre. Puis j'ai pensé à Derek, un genou à terre sur le sable, demandant ma sœur en mariage avec l'argent qu'il avait gagné en vendant mon rein. J'ai cliqué sur « Partager ». En 1 heure, j'avais 300 commentaires. En 2 heures, 1 millier. Le lendemain matin, la publication avait été partagée 5000 fois. Les gens étaient en colère. Les gens voulaient la justice. Les gens taguaient des chaînes d'information, des podcasts de true crime, des groupes de défense. Et quelque part aux Maldives, dans la Villa 24 du complexe Anantara Kihava, j'imaginais les téléphones de Derek et Vanessa commencer à exploser de notifications, commençant à réaliser qu'ils ne s'en étaient peut-être pas tirés aussi facilement qu'ils le pensaient. Commençant à comprendre que la douce professeure d'art plastique qu'ils avaient trahie n'était plus si douce. Ma publication Instagram est devenue virale d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Au 2e jour, elle avait été partagée plus de 20 000 fois. Les médias s'en emparaient. Le rein d'une enseignante de Seattle volé et vendu par son mari était en tendance sur Twitter. Des TikTokers spécialisés dans les affaires criminelles faisaient des vidéos. Quelqu'un avait même lancé un GoFundMe pour mes frais médicaux qui avait déjà récolté 40 000 $. Mais la véritable explosion est survenue le 3e jour. Quelqu'un dans les commentaires avait fait ce qu'Internet fait de mieux. Ils avaient retrouvé Derek et Vanessa. Attendez, n'est-ce pas le couple de cette publication de fiançailles virale? La demande en mariage sur la plage aux Maldives? En quelques heures, quelqu'un avait fait le lien entre l'Instagram de Derek, le compte de Vanessa, et chaque photo qu'ils avaient postée de leurs vacances de luxe. Les commentaires sur leur publication sont devenus virulents. Vous avez volé le rein de votre femme pour payer ça? Quel goût a le champagne, psychopathe? La sœur? Sérieusement? Vous êtes tous les deux dégoûtants. J'espère que vous pourrirez tous les deux en prison. L'Instagram de Vanessa est passé en privé en moins de 6 heures. Mais Internet avait déjà fait des captures d'écran de tout. Chaque photo, chaque légende, chaque publication indélicate sur les nouveaux départs et le fait de vivre notre vérité. Le compte de Derek a complètement disparu. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Le 4e jour, l'inspectrice Park a appelé. « Lily, vous devez voir ça. » Elle m'a envoyé un fichier vidéo. Je l'ai ouvert sur mon ordinateur portable. C'était une vidéo de surveillance de l'aéroport international de Seattle-Tacoma, horodatée de ce matin-là. La vidéo montrait Derek et Vanessa se précipitant dans le terminal, portant tous deux des lunettes de soleil et des casquettes de baseball, tirant des valises derrière eux. Ils avaient écourté leurs vacances. Ils rentraient à la maison, mais pas à la maison à laquelle ils s'attendaient. « Nous les avons arrêtés à la récupération des bagages », dit l'inspectrice Park, et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. Le FBI a voulu participer à celle-ci. Il s'avère que l'enquêteur de votre avocate a trouvé quelque chose d'énorme. Le vrai nom de Derek Morrison est Derek Castellano, mais avant ça, c'était Derek Chen. Chen? Comme le contact du trafic d'organes? Chen Wei est le cousin de Derek. Ils mènent cette arnaque ensemble depuis des années. Différentes villes, différentes cibles. Derek trouve des femmes avec des biens, les épouse, exploite tout ce qu'il peut, puis disparaît. C'est la première fois qu'il s'en prend à un organe. Mais Lily, vous êtes la 4e femme que nous avons trouvée. La 4e femme. Qu'est-il arrivé aux autres? L'une s'est fait voler son identité. Son crédit a été détruit. Une autre a perdu sa petite entreprise quand Derek a vidé les comptes. La 3e, il l'a convaincue de souscrire une assurance vie, puis a mis en scène un accident de voiture. Elle a survécu, de justesse. Aucune d'entre elles ne l'a signalé. Elles avaient trop honte, trop peur. Mais quand votre histoire est devenue publique, elles se sont manifestées. Nous avons des témoignages. Nous avons des schémas. Nous l'avons. Je ne pouvais pas parler. 4 femmes. 4 victimes.
Et j'étais censée n'être qu'une de plus. Et Vanessa? Votre sœur ne connaissait pas le passé de Derek, mais elle était au courant du vol de rein. Nous avons trouvé des SMS entre eux. Elle n'était pas seulement complice, Lily. Elle a aidé à le planifier. C'est elle qui a suggéré de vendre l'organe au lieu d'annuler simplement votre don. Elle a fait des recherches sur les prix du marché noir. Ma petite sœur, la fille à qui j'avais appris à faire du vélo. L'adolescente que j'avais aidée avec ses dossiers universitaires. Elle avait cherché combien valait mon rein. Ils sont accusés de complot en vue de trafic d'organes, de fraude et de vol. Ce sont des accusations fédérales. Le FBI enquête également sur tout le réseau de Chenway. Grâce à votre affaire, ils sont en train de démanteler un réseau de trafic de greffons qui opérait depuis plus d'une décennie. Quand a lieu la comparution initiale? Demain, 14 heures, au palais de justice fédérale. Je pensais que vous voudriez être là. J'y étais 1 heure en avance. Le palais de justice était bondé. Des caméras de télévision bordèrent les marches. Lorsque Derek et Vanessa ont été amenés, vêtus de combinaisons orange et menottées, la foule a éclaté. Les gens criaient. Les flashs des appareils photo crépitaient comme des éclairs. Je me suis assise au premier rang. Je voulais qu'il me voie. Vanessa m'a vue la première. Son visage s'est décomposé. Elle a essayé de détourner le regard, mais le marshal l'a guidée vers la table des accusés, face à moi. Elle devait me regarder. Elle avait une mine affreuse. Pas de maquillage, les cheveux sales. Le vernis de l'influenceuse Instagram complètement disparu. Derek avait l'air pire. Son arrogance habituelle s'était évaporée. Il gardait les yeux baissés, les épaules voûtées, comme s'il pouvait se rendre invisible. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. Les États-Unis d'Amérique contre Derek Castellano et Vanessa Chen. Les chefs d'accusation incluent complot en vue de trafic d'organes humains, fraude électronique, usurpation d'identité et complot en vue de commettre des lésions corporelles graves. L'avocat de Derek, un commis d'office qui avait l'air dépassé, a tenté de plaider pour une libération sous caution. Votre honneur, mon client n'a aucune condamnation antérieure à l'âge adulte. Il ne présente pas de risque de fuite. La procureure, une femme brillante dans la cinquantaine nommée Sandra Mills, s'est levée. Votre honneur, l'accusé s'est enfui aux Maldives immédiatement après avoir commis ce crime. Il n'est revenu que parce que son exposition sur les réseaux sociaux rendait toute cachette impossible. Il a un historique documenté de fraude à l'identité et un schéma de victimisation de femmes dans plusieurs États. Il présente absolument un risque de fuite. Liberté sous caution refusée. Les 2 accusés seront maintenus en détention préventive jusqu'au procès. Vanessa s'est mise à pleurer. Des sanglots bruyants et haletants qui ont résonné dans la salle d'audience. Je n'ai rien ressenti. La procureure s'est approchée de moi après l'audience. « Madame Morrison, je veux que vous sachiez que nous visons la peine maximale. 25 ans pour trafic d'organes. Cette affaire va créer un précédent. » « Et mon rein, pouvez-vous savoir qui l'a ?» Son expression s'est adoucie. « Nous y travaillons. Chenway coopère en échange d'une peine réduite. Il prétend que l'organe est allé à un patient à Vancouver. Les autorités canadiennes enquêtent. Mais Lily, même si nous trouvons le receveur, il ne savait probablement pas que l'organe était volé. On lui a probablement dit que c'était un don légitime. Donc, quelqu'un peut le garder. Quelqu'un vit avec un morceau de moi à l'intérieur et il n'aura jamais de conséquences. Je sais que ce n'est pas la justice que vous voulez, mais vous êtes en vie. Vous êtes ici. Et grâce à vous, nous empêchons que cela arrive à d'autres. C'est important. » Elle avait raison. C'était important. Mais ça faisait toujours mal. Au cours des 3 mois suivants, d'autres détails ont émergé. Le procès de Grace Lynn contre l'hôpital Seattle General a révélé qu'un coordinateur de transplantation nommé Michael Torres était à la solde de Chenway depuis 6 ans. Il avait facilité des dizaines de transplantations illégales, acceptant des pots de vin pour rediriger des organes de donneurs légitimes vers des clients privés. Il a été arrêté. L'hôpital a réglé mon procès pour 2,3 millions de dollars. James Chen, l'enquêteur, a retrouvé les 3 autres femmes que Derek avait victimisées. Elles ont toutes accepté de témoigner. Leurs histoires étaient terriblement similaires à la mienne. Le schéma de Derek était clair.
Trouver des femmes vulnérables, gagner leur confiance, les exploiter, disparaître. Et les relevés téléphoniques de Vanessa ont révélé quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Elle avait envoyé des textos à ses amis tout au long du complot, s'en vantant. De Vanessa à son amie Mia, 2 semaines avant mon opération. D dit qu'on aura assez pour vivre à Bali pendant 1 an. J'ai trop hâte de quitter cette ville. Mia. Attends, d'où vient l'argent? Vanessa. Sa femme donne un rein. On va juste le rediriger. Elle ira bien, elle en a un autre lol. Elle ira bien, elle en a un autre lol. La procureure a présenté ce texto comme preuve. Le jury l'a entendu. L'a vu projeté sur un écran. Le procès a duré 2 semaines. J'ai témoigné le 3e jour. J'ai raconté mon histoire. J'ai montré ma cicatrice. J'ai expliqué comment j'avais confié ma vie à mon mari et à ma sœur et comment ils l'avaient vendue. L'avocat de Vanessa a tenté de la dépeindre aussi comme une victime, manipulée par Derek, ignorante de son passé criminel, juste une jeune femme amoureuse qui a fait de mauvais choix. Mais ensuite, l'accusation a diffusé les textos, a montré les publications Instagram, a prouvé qu'elle avait fait des recherches sur les prix des organes, les réservations d'hôtels et comment éviter l'extradition. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Derek a été condamné à 25 ans de prison fédérale. Vanessa en a eu pour 15. Lorsque le juge a lu les peines, Vanessa a crié « Lily, s'il te plaît, dis-leur que je suis désolée. Dis-leur que c'était l'idée de Derek. » Je me suis levée. Tout le monde dans la salle d'audience s'est tourné pour me regarder. « Vanessa, » ai-je dit, ma voix stable et froide. Tu as texté à tes amis que j'irais bien parce que j'avais un autre rein. Tu as ri en volant un morceau de mon corps. Tu as célébré avec du champagne acheté avec l'argent de la vente de mon organe. Tu n'as pas le droit d'être désolé maintenant. Tu dois vivre avec ce que tu as fait, tout comme je dois vivre avec ce que tu m'as pris. Les marshals l'ont emmené, toujours en pleurs. Derek n'a rien dit. Il ne m'a même pas regardé. Il est juste sorti en traînant les pieds, enchaîné comme le lâche qu'il avait toujours été. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes m'ont assailli. « Lily, qu'est-ce que ça fait d'obtenir justice? Que diriez-vous aux autres victimes de trafic d'organes? Avez-vous un message pour votre sœur? » J'y ai réfléchi. Puis j'ai regardé droit dans les caméras. « Si vous regardez ceci et que vous avez été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, je veux que vous sachiez quelque chose. Ils m'ont pris des morceaux. Ils pensaient m'avoir détruite. Mais je suis toujours là. Je suis toujours debout. Et ce sont eux qui ont tout perdu. Ne laissez personne vous convaincre qu'être une victime signifie rester une victime. Battez-vous. Racontez votre histoire. La vérité est plus puissante que vous ne le pensez. » Le clip est devenu viral. Encore. Cette fois, je ne me souciais pas des vues, des partages ou des commentaires. Je me souciais des messages que je recevais d'autres survivantes, des femmes qui avaient été exploitées, volées, trahies. Des femmes qui disaient que mon histoire leur donnait le courage de raconter la leur. Si cette histoire de justice vous a touché, assurez-vous de suivre, car ce qui vient ensuite montre que parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de gagner au tribunal, c'est de reconstruire une vie qu'ils n'ont jamais voulu que vous ayez. Ce soir-là, je suis rentrée à mon appartement, le même appartement où j'avais trouvé la note de Vanessa, où j'avais découvert leur trahison, où j'avais commencé à planifier ma riposte. Mais il ne me semblait plus être le même endroit. Il me semblait être l'endroit où Lily Morrison était morte et où quelqu'un de plus fort était né. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre. Elle est arrivée dans une enveloppe blanche ordinaire, postée de Vancouver. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule page manuscrite. « Chère Madame Morrison, vous ne me connaissez pas, mais je suis en vie grâce à vous. Non pas à cause de ce qui a été pris, mais à cause de ce que vous avez fait après. Je m'appelle Patricia Okonkwo. J'ai 34 ans. J'ai 2 filles. Je mourais d'insuffisance rénale lorsque j'ai reçu une greffe il y a 18 mois. On m'a dit que cela venait d'un donneur anonyme décédé. Je n'ai jamais remis cela en question. J'étais juste reconnaissante d'être en vie. Lorsque votre histoire a éclaté, les autorités canadiennes m'ont contactée.
elles m'ont dit la vérité sur la provenance de mon rein. Je ne peux pas décrire l'horreur que j'ai ressentie. Savoir que quelqu'un avait été violé, volé, pour que je puisse vivre. J'ai voulu mourir à nouveau. Mais ensuite, j'ai lu ce que vous avez fait. Comment vous vous êtes battu. Comment vous avez transformé votre traumatisme en justice pour les autres. Vous auriez pu me haïr. Vous auriez pu exiger le rein en retour, même si c'est médicalement impossible. Au lieu de cela, vous avez canalisé votre douleur pour démanteler le réseau qui nous a fait du mal à toutes les deux. Car je suis aussi une victime. On m'a menti. J'ai payé 300 000 $ à une société de tourisme médical qui me promettait une greffe légale. J'ai épuisé les fonds universitaires de mes filles. Mon mari a contracté une deuxième hypothèque. Nous pensions sauver ma vie par les voies légales. Nous avons été escroqués tout comme vous. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir fait partie de cela, même sans le savoir. Mais je veux que vous sachiez que votre rein sauve une mère. Il me permet de voir mes filles grandir. Et chaque jour, je pense à vous. Je prie pour vous. Et j'essaie de vivre d'une manière qui honore le sacrifice que vous n'avez jamais choisi de faire. Si jamais vous voulez me rencontrer, je viendrai à Seattle. Je répondrai à toutes vos questions. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider à guérir. Vous m'avez donné la vie 2 fois. Une fois avec votre rein. Une fois avec votre courage. Avec une gratitude éternelle, Patricia. J'ai lu la lettre 3 fois, les larmes coulant sur mon visage. Pendant tout ce temps, j'avais imaginé le receveur comme un riche criminel qui avait sciemment participé au trafic d'organes. Quelqu'un de complice. Quelqu'un que je pouvais haïr. Mais Patricia était une autre victime. Une mère essayant de survivre. Une femme à qui l'on avait menti, tout comme moi. J'ai répondu le jour même. Nous nous sommes rencontrés 2 semaines plus tard dans un café de Pike Place Market. Elle était grande, nigériane-américaine, avec des yeux bienveillants qui semblaient ressentir exactement la même chose que les miens. Fatiguée, reconnaissant, hantée. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre pendant un long moment, sans parler. Puis elle a dit « Je ne sais pas quoi vous dire. » Moi non plus, ai-je admis. J'ai passé des mois à être en colère contre la personne qui avait mon rein. Mais vous n'êtes pas l'ennemi. Chen Wei l'est. Derek l'est. Le système qui a permis que cela se produise l'est. Je suis quand même désolée. Même si je ne savais pas, j'ai bénéficié de ce qu'ils vous ont fait. Vous n'avez pas demandé ça. Aucune de nous ne l'a fait. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris la sienne. Mais nous sommes toutes les deux là. Nous avons toutes les deux survécu. C'est peut-être ça qui compte. Patricia a serré ma main, en pleurant. Mes filles vous ont fait un dessin. Elles voulaient que je vous le donne. Elle a sorti un morceau de papier plié. Je l'ai ouvert. C'était un dessin au crayon de 2 femmes se tenant la main. L'une étiquetée « Maman » et l'autre « Madame Lily ». Au-dessus d'elle, les mots « Merci d'avoir sauvé notre maman » d'une écriture d'enfant. J'ai craqué. Je me suis complètement effondrée dans ce café pendant que des inconnus faisaient semblant de ne pas regarder. Parce que c'était ça que Derek et Vanessa n'avaient jamais compris. Ils avaient regardé mon rein et vu des signes de dollars. Ils m'avaient regardé et vu quelqu'un à exploiter. Mais ce rein sauvait une mère. Apprenait à ses filles que les gens survivent à des choses impossibles. Leur montrait que même dans l'obscurité, il y a un lien. Mon traumatisme était devenu la survie de Patricia. Et d'une manière ou d'une autre, le savoir rendait la douleur de la cicatrice un peu moins vive. Patricia et moi sommes restés en contact. Elle m'a présenté sa famille. Son mari Michael, un ingénieur logiciel qui avait cumulé 3 emplois pour payer la greffe. Ses filles, Zara et Amara, 7 et 9 ans, qui m'ont appelée Tati Lily en moins d'1 mois. Elles m'ont donné quelque chose que Derek et Vanessa avaient volé. Une famille. Oncle Martin s'est complètement remis de sa greffe. Il appelait tous les dimanches, demandant toujours si j'avais besoin de quelque chose, s'excusant toujours pour quelque chose qui n'avait jamais été de sa faute. Ma mère a mis plus de temps à guérir. La culpabilité de ne pas avoir vu la trahison de Vanessa la rongeait. Elle avait perdu une fille en prison et avait failli en perdre une autre à cause de ses manigances. Mais lentement, grâce à la thérapie et au temps, elle a commencé à se pardonner. Nous dînions ensemble tous les mercredis, juste nous deux, reconstruisant ce que Vanessa avait tenté de détruire.
Le règlement du procès de Gracelyn a changé ma vie sur le plan pratique. 2,3 millions de dollars ont remboursé mes dettes médicales, remplacé les revenus que j'avais perdus pendant ma convalescence et m'ont donné la liberté de faire un choix. J'ai quitté l'enseignement, non pas parce que je n'aimais plus ça, mais parce que j'avais trouvé un nouveau but. J'ai créé une organisation à but non lucratif appelée Second Chance Advocacy. Nous aidons les victimes de fraude médicale, de trafic d'organes et d'exploitation à naviguer dans le système juridique. Nous les mettons en contact avec des avocats, des enquêteurs, des thérapeutes. Nous amplifions leurs histoires quand elles sont prêtes à les rendre publiques. La première année, nous avons aidé 18 personnes. La deuxième année, 43. Nous nous étendons à l'échelle nationale. Et j'ai embauché quelqu'un de spécial pour diriger notre programme de soutien aux victimes. Patricia Okonkwo. Elle comprend mieux que quiconque ce que c'est que d'être pris dans le crime de quelqu'un d'autre. Les appels de Derek et Vanessa ont été rejetés. Ils purgeront tous les deux l'intégralité de leur peine. Pas de libération conditionnelle, pas de libération anticipée. Je ne pense plus beaucoup à eux. Ils sont sans importance dans ma vie maintenant. Mais j'ai visité la prison une fois, 8 mois après la condamnation. Pas pour voir Derek, pour voir Vanessa. Elle paraissait petite dans son uniforme de prison. Jeune, effrayée. Rien à voir avec l'influenceuse confiante qui postait des photos de champagne depuis les Maldives. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre dans la salle des visites, séparées par du plexiglas. « Lily », a-t-elle commencé, la voix brisée. « J'essaie de t'écrire une lettre depuis des mois. Je ne sais pas comment dire que je suis désolée pour quelque chose de si... » « Ne le fais pas », l'ai-je interrompu. « Ne t'excuse pas. Ça ne veut rien dire. » « Alors pourquoi es-tu là ?» J'ai regardé ma petite sœur. La fille qui avait partagé mon enfance, mes secrets, ma vie. La femme qui avait vendu un morceau de mon corps pour des vacances. Je suis ici parce que j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Tu n'as pas seulement volé mon rein. Tu as volé ma capacité à faire confiance. Tu as volé mon sentiment de sécurité. Tu m'as fait remettre en question chaque relation, chaque lien, chaque moment de vulnérabilité. Ces dégâts ne disparaissent pas simplement parce que tu t'es fait prendre. Vanessa pleurait maintenant. Je sais, et je me déteste pour ça, chaque jour. Bien, ai-je dit froidement. Tu devrais. Parce que pendant que tu es assise ici à te détester, je suis dehors à construire quelque chose de significatif. J'aide des gens que tu n'as même pas considérés comme des victimes. Je transforme la pire chose qui me soit jamais arrivée en quelque chose qui compte. Tu as pris des morceaux de moi, Vanessa. Mais j'utilise ce qu'il reste pour construire quelque chose que tu ne pourrais jamais détruire. Je me suis levée. Attends, Lily, s'il te plaît. Est-ce que serons-nous un jour à nouveau sœurs? Je l'ai regardée un long moment. Non, ai-je dit finalement. Cette Lily est morte sur une table d'opération. La femme qui se tient ici maintenant n'a pas de sœur. Elle a un passé auquel elle a survécu. Et tu fais juste partie de ce passé. Je suis sortie. Je ne me suis jamais retournée. C'était il y a 1 an. Aujourd'hui, je me tiens dans le bureau de Second Chance Advocacy, regardant un mur couvert de photos. Des survivants que nous avons aidés. Des gens qui ont été exploités, trahis, volés et qui se sont battus. Patricia entre avec du café. La réunion commence dans 10 minutes. La femme de Portland est là. Celle dont l'ex-petite amie a volé son identité. J'arrive tout de suite. Elle s'arrête à la porte. Lily, je ne t'ai jamais demandé ça, mais est-ce que tu regrettes, quoi que ce soit? Si tu pouvais revenir en arrière et ne pas épouser Derek, ne pas faire confiance à Vanessa, le ferais-tu? Je touche la cicatrice sur mon flanc à travers ma chemise. Elle s'est estompée maintenant. Juste une ligne pâle qui me rappelle que j'ai survécu. Si je pouvais revenir en arrière, je protégerais cette version de moi-même. Je la préviendrais. Je lui dirais que la confiance est un cadeau, pas un dû. Mais je n'effacerai pas ce qui s'est passé, parce que ce traumatisme a créé ceci. Je désigne le bureau, les photos, les preuves de vie reconstruites. Il a créé un but. Il a créé de la force.
Il a créé quelqu'un qui refuse de laisser d'autres personnes être victimisées comme je l'ai été. Patricia sourit. Ton rein a sauvé ma vie. Ton courage en a sauvé tant d'autres. Notre courage, je corrige. Tu t'es manifesté aussi. Tu as raconté ton histoire. C'est tout aussi important. Mon téléphone vibre. Un message de l'inspectrice Park. Lily, je voulais que tu saches. Le réseau de trafic de Chenwei est complètement démantelé. 19 arrestations dans 4 pays. Rien de tout cela ne se serait produit sans toi. Tu as tout changé. Je le lis 2 fois, puis je regarde à nouveau le mur des survivants. Derek a essayé de me détruire. Il a regardé ma gentillesse et y a vu de la faiblesse. Il a regardé ma confiance et y a vu une opportunité. Il pensait que prendre un morceau de mon corps me briserait. Il avait tort. La meilleure vengeance n'est pas de détruire les gens qui vous ont fait du mal. C'est de prouver qu'ils n'ont pas pu vous détruire. C'est de prendre tout ce qu'ils ont essayé de voler, votre dignité, votre pouvoir, votre avenir, et de construire quelque chose qu'ils n'ont jamais vu venir. Vanessa voulait ma vie. Elle voulait mon mari, mon confort, ma place dans le monde. Elle peut avoir le mari. Il est en prison aussi. Mais la vie que j'ai maintenant, elle ne pourrait jamais construire ça. Parce qu'il faut quelqu'un qui a été brisé et a refusé de le rester. Il faut quelqu'un qui a regardé ses cicatrices et a décidé qu'elles étaient une preuve de survie, pas de honte. Il faut quelqu'un comme moi. Je m'appelle Lily Morrison. J'ai 34 ans. J'ai un rein, plusieurs cicatrices et une organisation à but non lucratif qui change des vies. J'ai été trahie par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance. Elles ont volé un morceau de mon corps et l'ont vendu pour des vacances. Mais elles n'ont pas volé ma voix. Elles n'ont pas volé ma force. Et elles n'ont certainement pas volé mon avenir. Je suis toujours là, toujours en train de me battre, toujours en train de gagner. Et si vous lisez ceci, et que vous avez survécu à quelque chose que vous n'auriez pas dû avoir à survivre, je veux que vous sachiez, vous êtes toujours là aussi. Les gens qui vous ont fait du mal n'ont pas le droit d'écrire la fin de votre histoire. C'est vous qui le faites. Alors, écrivez-la bien. Si mon histoire a résonné en vous, si elle vous a montré que la survie est possible même après la pire des trahisons, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que chaque survivant mérite de savoir qu'il n'est pas seul. Et chaque traître mérite de savoir que ses victimes sont plus fortes qu'il ne l'avait jamais imaginé.